Bon, bah, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis vraiment très content d'être ici et très content d'être ici. Alors, le titre est un petit peu bateau, La Cour suprême et l'histoire des États-Unis. Le titre un peu plus long, celui qui figure sur le programme, c'est cette idée de la Cour suprême comme moteur des changements sociaux, des transformations de la société américaine, ou comme frein à ces changements. Et donc, c'est un petit peu l'angle. Alors, tout à l'heure, j'ai noté lucide et exigeante, un pays de tension et de contradiction. Et en fait, je pense que c'est ça, c'est-à-dire que la Cour suprême, c'est précisément un résumé, une manière de regarder les tensions et contradictions des États-Unis, une sorte de coin qu'on peut enfoncer dans l'histoire des États-Unis pour se dire, voilà, que se passe-t-il si on regarde ça, si on fait cette vue en coupe qui permet de se dire, la Cour suprême, elle est présente depuis le début des États-Unis, sa fonction a changé, son rôle symbolique a changé, mais elle permet de penser l'histoire des États-Unis à l'aune de cette question de la réglementation, de la régulation, qu'elle incarne beaucoup, puisque les États-Unis, mais ça va le propos d'aujourd'hui, et vous le savez, plutôt un pays de jurisprudence qu'un pays de règles bien définies. Et ça, c'est vraiment extrêmement important de se rendre compte que la Cour suprême, elle s'insère dans un système plus vaste, un système qui n'est pas seulement celui du gouvernement, mais qui est bien celui de la loi et du rapport à la loi et à la régulation. Juste avant de me lancer dans le vif du sujet, Sandrine m'y invitait à dire un tout petit mot de la question de l'IA en recherche. La question de l'IA en recherche, en fait, pour le dire très vite, c'est pour moi aujourd'hui un effet délétère sur la recherche, qui est un effet délétère simplement sur l'idée que l'IA, elle produit des effets à la base de la recherche. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on a une expertise, on expertise pour des revues universitaires, quand on est dans ce rôle de finalement de qualifier la recherche, de valider la recherche, la surgénération d'une recherche d'une qualité extrêmement médiocre, car générée directement ou partiellement par ces IA génératives, fait perdre un temps considérable, une énergie considérable, et en fait dilue la bonne recherche. Et donc dans un système de surproduction de la recherche, c'est un système avéré, mais qui consiste à conditionner les évolutions de carrière à la production de recherche régulière, et qui donc invite à une sorte de fraude, soit par la réutilisation des résultats, qui n'est pas une fraude au sens strict, mais qui est en tout cas un arrangement avec l'éthique universitaire, soit par la génération ex nihilo d'articles ou de paragraphes ou de sections qui sont générés par ces moteurs, je suis un peu réticent avec le terme d'IA, mais qui sont générés par ces moteurs et qui obligent à un regard critique, à un soupçon, et vraiment c'est une expérience personnelle et à la fois en même temps qu'une expérience institutionnelle. Donc pour moi cet effet il est délétère à ce niveau-là. Et pourquoi? Parce qu'en fait les IA ont cette espèce de cette illusion du savoir, cette illusion de connaissance, c'est juste, mais aussi cette illusion de personnalité qui est le premier niveau d'interaction avec les IA. C'est-à-dire ce masque de personnalité complètement factice. Hein. Les IA sont programmés pour jouer un rôle d'assistant numérique. C'est la raison pour laquelle un outil comme ChatGPT ne dit pas non, même lorsqu'il est strictement incapable de donner une réponse ou de générer l'outil. Il y a des histoires d'horreur de collègues travaillant avec ChatGPT spécifiquement qui pendant des semaines leur dit je suis en train de travailler sur le document, le tableau Excel est prêt, et en fait n'a jamais généré le document. C'est-à-dire maintient le masque, l'illusion, l'écran de fumée consistant à dire j'ai généré tel document volumineux, générant des faux liens de téléchargement, parce que ces liens de téléchargement mettent l'outil face à une incapacité qu'il ne peut pas avouer, parce qu'il est programmé pour être cet outil numérique infaillible qui a toujours une réponse. Donc, de ce point de vue-là, cette illusion conversationnelle, elle est complètement inutilisable en recherche. Elle est complètement inutilisable en recherche, d'autant plus qu'elle s'appuie sur des données qui n'ont pas été qualifiées, sur des données auxquelles on n'a pas accès, et sur des données qui peuvent être de très grande qualité. La réalité, c'est que, de toute évidence, on peut interroger ChatGPT, que j'utilise ici comme résumé de ces IA génératives, on peut utiliser ChatGPT et obtenir des résultats qui sont des résultats très précis sur des sujets de recherche très précis. C'est tout à fait juste, mais on ne peut pas savoir si c'est vrai, parce qu'on n'a pas accès au corpus sur lequel il a été entraîné, et parce qu'il est tout à fait plausible qu'une partie, dans des résultats d'une très grande qualité, se soit glissée de pures inventions, de pures affabulations, qui polluent en fait la réponse au point de la rendre inutilisable. En revanche, et pour être un petit peu plus constructif, il y a deux usages qui sont vraiment pertinents pour ces LLM, donc pour ces modèles Large Language Models. Ce sont d'abord des fonctions de traduction, c'est-à-dire des fonctions qui permettent d'interagir avec des données et de les reformuler afin qu'elles soient intelligibles par un être humain. Et ça, c'est en fait extrêmement puissant. C'est la mise en tableau de paragraphes et en paragraphes de tableau, c'est la mise en diagramme, c'est la génération. Générer une frise chronologique avec Excel, c'est un cauchemar.
pour le dire rapidement. Je veux dire, les frises chronologiques, Excel, de manière confondante, ni Excel, ni les autres tableurs ne génèrent des frises chronologiques efficaces. Utiliser un LLM, que ce soit Claude, que ce soit ChatGPT ou d'autres, pour générer une frise chronologique avec des paramètres très précis et avec une mise en forme très satisfaisante, ça marche extrêmement bien. Et donc cet outil de traduction, qui en fait est déjà utilisé par les universitaires et autres, des outils comme DeepL, des outils d'aide à la traduction, des outils de correction orthotypo, sont des outils algorithmiques qui sont déjà intégrés dans les pratiques de recherche et de production de savoir de manière tout à fait lucide et sans produire d'effets de bord trop problématiques. Et donc, en fait, ces LLM sont extrêmement forts pour permettre de dialoguer avec, en gros, de convertir de la mauvaise donnée en bonne donnée, c'est-à-dire de la donnée, soit de la donnée orale en en tableau, en données un peu plus précises, soit au contraire de traduire des tableaux en données orales, en données conversationnelles. Là, on a un outil qui est formidable et qui s'étend au résumé pour peu qu'on ait des résumés sur des outils, sur des textes qu'on connaît et sur lesquels on est capable d'exercer un regard critique, tout simplement parce que l'inférence, c'est-à-dire l'illusion conversationnelle, va encore s'insérer dans cette pratique du résumé et va encore introduire du brouillage. Je fais une digression personnelle. Moi, je me sers de ChatGPT dans un cas spécifique, qui est que je dicte à mon téléphone des textes qui vont me servir pour des articles, pour des conférences, pour des nouvelles, bref, je dicte beaucoup, et quand on dicte à son téléphone ou à n'importe quel outil de dictée, il y a énormément de scories. Des scories de ponctuation, des scories de grammaire, des scories de noms propres. Pour autant, les LLM sont extrêmement forts quand on leur dit finalement, je travaille sur Jean Giraud, Mébius, je travaille sur Jean Giraud, donc dès que tu vois quelque chose qui ressemble à Giraud, c'est bien le nom propre Giraud qu'il faut rétablir. Et donc ça, c'est un outil de nettoyage qui est extrêmement puissant, c'est vraiment très bien, ça permet de travailler, de faire une dictée qui génère un texte propre. Et donc là, on parlait du gain de temps, c'est un gain de temps, relire un texte en dictée, c'est horrible. C'est horrible et c'est vraiment une valeur, il n'y a pas de valeur ajoutée. Sauf que, demandant à un LLM de me nettoyer un texte dans lequel j'avais dicté quelque chose de précis qui s'appuyait sur une connaissance précise, à un moment, il y avait une substitution de titre, c'est-à-dire une œuvre pour une autre, parce que je disais quelque chose qui s'appliquait plus généralement sur une œuvre, mais dont je parlais plus spécifiquement sur une œuvre moins connue. Et donc le LLM s'est dit, oh, il s'est trompé. Plus exactement, le résultat le plus probable pour adresser ce type de commentaire, c'est l'œuvre connue, alors que je parlais de l'autre. Et sans ma relecture, même sur une opération a priori mécanique de ce type-là, le masque de moteur d'inférence aurait produit une erreur qui invalidait mon propos. Donc voilà, c'est pour dire que même à ce niveau-là, il faut exercer cette vigilance. Et puis enfin, il y a un niveau dans lequel ces IA sont utiles pour la recherche, et c'est-à-dire peuvent produire des résultats nouveaux. C'est le dialogue avec des quantités de données qui sont des quantités de données qu'on ne peut pas dépouiller manuellement et qu'on ne peut pas dépouiller par des processus algorithmiques classiques dans lesquels on se contenterait d'avoir, par exemple, une fois dans une base de données, du décompte ou des références croisées. Et là, pouvoir interroger des données qui sont tellement massives qu'on ne peut pas les interroger par des outils habituels, en fait, les LLM permettent de faire cela à condition d'accepter un taux d'erreur. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en réalité, si on fait cela, on s'en remet à l'algorithme, et qui est ici utilisé précisément comme un algorithme. On se remet à l'algorithme en se disant qu'on va pouvoir vérifier des échantillons, mais on ne vérifiera pas tout. Et donc on se dit, en fait, quand on a des corpus de données gigantesques, peut-être qu'un taux d'erreur de 3% ou de 4% n'invalide pas ce qu'on est en train de faire, parce qu'en réalité, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir cette vue d'ensemble et de se dire que, bon, bah voilà, à la marge, il y aura des résultats aberrants, falsifiés, pourquoi pas, mais à 3-4%. Et se dire 3-4%, si on a justement une sorte de cadrage, de domaine de validité, ça fonctionne. Donc voilà, pour vous dire que pour moi, si on a une sorte de pyramide de l'usage en recherche, on a un effet de bas niveau, qui est tout ce qui est génératif, conversationnel, qui est absolument délétère pour l'activité scientifique, et qui produit par ailleurs de la très mauvaise science quand par hasard on veut l'utiliser. À un niveau intermédiaire, on est sur des outils de traduction, c'est-à-dire de traduction d'un type de langage, d'un type de données en un autre type de données. Et là, avec un regard critique, on a des outils qui permettent effectivement de gagner un temps considérable et qui permettent de se substituer de manière, avoir une réponse à tout pour des choses qui seraient dispersées dans différents outils. Par exemple, une nouvelle fois, des normes bibliographiques qui peuvent être facilement corrigées. Enfin, on peut gagner vraiment un temps considérable sur du labeur. Et enfin, le sommet de cette pyramide, qui est des données qui sont suffisamment massifs pour qu'il soit extrêmement difficile de les interroger par des moyens habituels, des données orales également, des corpus oraux, des corpus enregistrés qu'il s'agirait de transcrire. La transcription, elle est extrêmement améliorée par ces outils-là qui complètent les algorithmes de reconnaissance vocale par
une inférence qui permet effectivement de retresser le discours et là encore avec éventuellement de l'erreur, mais en tout cas de traiter des gros corpus sourds. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur la partie IA et recherche. En deux. Comme j'ai des prolégomènes dans les prolégomènes, je voulais aussi vous montrer ces illustrations qui viennent d'un projet mené l'an dernier pour vous dire que les SAPS, cette démarche-là, elle n'est pas complètement, enfin, ce n'est pas que aujourd'hui. L'an dernier, je travaillais sur les élections américaines avec qui est un projet qui a été monté il y a 2 ans, avec le lycée Pape Clément. Et dans l'idée de faire venir, d'envoyer de transformer un groupe d'étudiants de master études anglophones en médiateurs des élections américaines, c'est-à-dire de travailler de manière très intensive pendant les 2 mois qui ont précédé l'élection, en formant ces étudiants et en faisant des médiateurs qui sont allés à 16 reprises au lycée. Des lycéens sont venus pour une conférence qui n'était pas d'ailleurs la partie la plus réussie du projet, organisée par le consulat avec quelqu'un envoyé par le consulat des États-Unis. On avait fait une soirée à Mola, on avait fait une soirée au cinéma à la Lanterne, on avait fait des conférences publiques, et le tout en utilisant les étudiants comme organisateurs, planificateurs, managers de l'ensemble, et en faisant également des émissions radio, des émissions YouTube, et donc c'est cette logique d'échange avec les collègues de Pape Clément, à la fois en histoire géo, en anglais, en EMC, de vraiment essayer de faire tout cela. Et donc la raison pour laquelle je vous parle de tout ça, c'est d'abord parce que, quand je vous disais tout à l'heure, venez, si vous avez des idées, venez nous voir, venez nous parler, parce qu'en fait c'est vrai, on sait le faire, on l'a déjà fait, et ça nous intéresse. Ça intéresse nos étudiants, c'est une excellente occasion de les former, de leur permettre de les mettre dans une situation différente, de les autonomiser, pour reprendre le terme de tout à l'heure. Et puis bah, ça fonctionne, quoi. Ça fait partie du rôle de l'université d'être dans cette interface, où on forme à la fois des lycéens, des étudiants, et on peut produire des résultats nouveaux. Et j'aurais voulu vous l'amener aujourd'hui, et donc chacun vend son truc aujourd'hui, donc c'est mon tour. J'aurais voulu vous l'amener aujourd'hui, mais les presses universitaires de Bordeaux donc, éditent un livre qui rend compte de l'expérience. En fait, il fait 2 choses, ce livre. D'abord, il est une sorte de petit manuel de comment parler du système politique américain, notamment du système électoral américain, en essayant de répondre à des questions, parce que c'était comme ça qu'on avait travaillé. D'abord, de collecter des questions que les gens se posent, les étudiants, mais également leur entourage, mais également les élèves, et d'essayer d'y répondre d'une manière intelligible et sourcée, chaque fois en donnant une source de référence. Et donc le livre fait ça, il essaye de répondre à cette question-là, de répondre à des questions sur, par exemple, quelle est l'influence de la question ethno-raciale dans le système électoral américain, mais également de rendre compte du projet de médiation. C'est-à-dire, les illustrations que je vous montrais juste avant sont tirées d'un travail d'une illustratrice qui a accompagné le projet et qui figure dans le livre, donc dans cette idée de rendre compte de ce qu'ont fait les étudiants. Et d'ailleurs, le livre est largement écrit par les étudiants. Moi, j'ai joué un rôle d'éditeur, de coordinateur, de relecteur, ouais, comme on a fait ça un petit peu vite, j'ai aidé à réécrire des passages, mais concrètement, le livre, il est écrit par les étudiants. Et donc c'est la fin de ce projet de médiation. Et pour vous dire que moi je suis très content, pas simplement de l'avoir fait, mais bien d'avoir eu cette occasion de travailler avec les collègues, de travailler avec les étudiants, de faire ce travail-là. Et c'est quelque chose qui me semble être un modèle reproductible à différentes échelles. Et l'an prochain, normalement, je refais quelque chose d'un peu similaire sur la question du punk à l'aune des commémorations et de la logique commémorative des 50 ans du punk. Donc si ça vous intéresse, on en parle. Mais ce n'est pas le propos d'aujourd'hui. Ayant fini mes prolégomènes, la Cour suprême des États-Unis, dans une photo qu'on retrouve en permanence, parce qu'en fait, il n'y a pas, et je vais en dire un mot, il n'y a pas de photo de la Cour suprême des États-Unis. La Cour suprême des États-Unis au travail, on ne la voit jamais. On ne la voit jamais en vrai, on ne la voit jamais d'ailleurs dans la fiction. La Cour suprême, et c'est un point important, tout à l'heure on parlait du fait que les États-Unis sont largement représentés par la culture populaire et par un certain nombre de symboles qui, par leur répétition, sont érigés en métonymie pour les États-Unis. Ce n'est pas vrai de la Cour suprême. Pensez à la Cour suprême dans les médias, dans des séries politiques, dans des films. La Cour suprême, en dehors de alors il y a quelques livres, il y a l'affaire Pélican, qui est un livre de John Grisham et qui est un thriller avec Julia Roberts. Voilà, tout ça, il y a quelques exemples. Dans les séries comme The West Wing à la Maison Blanche, on aperçoit les juges à la Cour suprême au moment de leur désignation, pas au moment de leur travail. En fait, on a une sorte d'institution qui, paradoxalement, est très incarnée,
voilà les 9 membres de la Cour suprême, et chacun a une histoire, une importance, une singularité. Et en même temps, qui n'a pas cette espèce d'incarnation médiatique qui permettrait de se dire la Cour suprême, on voit comment elle fonctionne. Donc c'est une organisation qui est paradoxalement extrêmement transparente. Tous les documents de la Cour suprême, tous les documents produits par la Cour suprême sont accessibles de manière très simple, y compris les délibérations orales. Alors je m'empresse, je n'ai pas de lien ici, mais il y a des enregistrements de la Cour suprême depuis les années 50. La Cour suprême a conservé cela. Et depuis, alors l'histoire de ces enregistrements est un petit peu compliquée. Enfin, il y a des péripéties, c'est ce que je veux dire par là. Mais depuis, je crois, le début des années 2010, l'intégralité de ces enregistrements est librement disponible. Ça veut dire que si vous voulez écouter, et j'en parlerai tout à l'heure, Brown v. Board of Education, c'est-à-dire le grand cas sur la déségrégation aux États-Unis, vous pouvez entendre les gens qui parlent en 1954 devant la Cour suprême. C'est donc absolument fascinant. On a accès à cette richesse de matériaux, y compris sur des échanges oraux, qui est absolument passionnant, et sur un site qui s'appelle Oyez, comme oyez.com, vous avez notamment des transcriptions, des enregistrements audio avec des transcriptions simultanées et l'affichage de qui parle. C'est-à-dire qu'on voit le visage s'illuminer. Alors ça, comme outil pédagogique, c'est vraiment parfait, parce que vous avez simultanément l'oral, simultanément cette transcription, et l'aide qui permet de se dire une voix n'est pas familière, mais on peut l'attribuer à un juge ou à un autre de la Cour suprême qu'on peut renvoyer à son affiliation partisane s'il en est. Bref, pour vous dire que la Cour suprême, il est à la fois facile d'en parler, et on a une richesse de documents qui est extraordinaire. La Cour suprême produit elle-même ses propres résumés. Enfin, c'est vraiment très simple de trouver les documents. Et simultanément, une institution qui n'est pas pleinement incarnée, alors même que les États-Unis, au niveau fédéral, ont une sorte d'incarnation par défaut. Le président des États-Unis, c'est le seul membre du gouvernement américain qui est élu par l'ensemble de la nation. C'est le seul visage des États-Unis en tant que nation. Et c'est fascinant parce que le Congrès avec ses 435 représentants à la Chambre, ses 100 sénateurs, le Congrès ne peut pas incarner les États-Unis. Trop de gens. La Cour suprême pourrait avoir ce rôle-là. La Cour suprême pourrait potentiellement, 9 personnes, ça va, c'est pas si bon, pourrait jouer ce rôle, et pourtant elle ne le fait pas. Pourtant elle ne le fait pas, et notamment parce qu'elle a une culture du secret, et je vais y revenir donc, qui sont ces gens? Donc on a nos 9 membres, de la Cour suprême, dont 4 ont été choisis par Trump ou Biden entre 2016 et 2022, donc à une date relativement récente. Donc Amy Coney Barrett, conservatrice catholique, Neil Gorsuch, très conservateur, qui est le seul juge des États le seul juge venant de l'Ouest des États-Unis. Brett Kavanaugh, qui a été crédiblement accusé de violence sexuelle et qui est vraiment une personne dont il est difficile de dire du bien. Ketanji Jackson Brown, choisie par Joe Biden pour être la première femme noire siégeant à la Cour suprême. Elena Kagan, Samuel Alito, John Roberts, Clarence Thomas et Sonia Sotomayor. Tous ces noms sont importants parce que chacun d'entre eux incarne une parole spécifique, et chacun d'entre eux a une ligne spécifique. Quand on écoute les discussions à la Cour suprême, quand on lit les arrêts de la Cour suprême, on reconnaît la voix de chacun d'entre eux. C'est-à-dire que ces personnalités, elles sont accessibles, elles façonnent notre compréhension de l'institution. Ce n'est pas une institution qu'on peut simplement traiter au mode à l'aune des règles qui la définissent. Il faut également la traiter à l'aune des individus qui la composent. Et ça, c'est extrêmement important. Par exemple, en se souvenant que Clarence Thomas est actuellement le juge qui siège à la Cour suprême depuis 1991, et qui nous rappelle que les juges sont élus à vie, sont choisis à vie, jusqu'à ce qu'ils démissionnent, qu'ils soient destitués, ou jusqu'à ce qu'ils meurent Je précise que j'ai recyclé un certain nombre de diapos que j'avais en anglais, que j'ai traduit un petit peu vite, donc si vous voyez des coquilles horribles comme se choisir là, ou des why qui traînent en gros, c'est la scorie, et que toutes les citations sont en anglais, mais j'y reviendrai rapidement.
Donc ça, c'est la Cour suprême actuelle. La Cour suprême actuelle, qui est conservatrice de manière notoire. Il est intéressant de voir que la Cour suprême, en fait, elle est historiquement, là c'est la deuxième moitié du XXe siècle, elle est historiquement, donc en bleu, vous avez des démocrates progressistes, parce que les juges refuseraient d'être démocrates ou républicains. Ce n'est pas comme ça qu'ils s'auto-identifient, mais qu'on pourrait gloser par choisi par un président démocrate ou choisi par un président républicain. Et donc ce que vous voyez ici, c'est que finalement, depuis les années 50, la Cour suprême est très largement conservatrice, d'ailleurs elle n'est que conservatrice, alors même que les démocrates remportent les suffrages populaires depuis, de manière très régulière, je ne dis pas constante, mais de manière très régulière depuis le début des années 60. Donc on a ce décalage constant entre la composition idéologique de la Cour et, le parti au pouvoir, qui en même temps, et on parlait tout à l'heure de nuances, de distinctions, ce tableau-là ne nous dit pas tout, puisque de manière notoire, des juges choisis par des présidents républicains ont adopté des positions qui étaient en décalage ou qui sont en décalage avec la ligne idéologique du Parti républicain. C'est pour cela que la dimension individuelle est importante. Quand vous avez 9 juges et que l'un d'entre eux est la voix décisive, eh bien, l'opinion de cette personne spécifique sur une question spécifique peut emporter la décision et modifier le cadre réglementaire, aux États-Unis pour les années à venir. Donc on ne peut vraiment jamais faire l'économie de la vision personnelle. Alors donc dans la Constitution, la Cour suprême, c'est le seul organe de la branche judiciaire des États-Unis qui soit obligatoirement établi par la Constitution. Il y a tout un système de justice fédérale avec des cours d'appel et la Cour suprême qui joue le rôle de cour d'appel de dernier recours. Et en fait, la Constitution ne dit rien de tout cela, à part une définition de la Cour suprême en disant qu'il y a la Cour suprême et le reste, c'est le Congrès qui le définit. La Constitution ne dit pas non plus qu'il y a 9 juges à la Cour suprême. C'est une tradition qui a perduré tout au long du XXe siècle, qui s'instaure à la fin du XIXe, mais c'est une tradition. Rien n'empêche un président de nommer plus de juges à la Cour suprême. Et les démocrates ont largement parlé, lorsque Joe Biden était président, et ne l'ont pas fait, ont largement parlé de cette hypothèse d'ajouter des juges à la Cour suprême. De manière fameuse, Franklin Delano Roosevelt, lorsqu'il s'est rendu compte que la Cour suprême freinait de manière délibérée toutes les réformes du New Deal, avait promis au moment de sa campagne de réélection de remplir la Cour suprême de juges, d'imposer une limite d'âge qui ferait que chaque juge trop âgé, ils étaient tous, se verrait adjoindre un juge plus jeune jusqu'à la retraite du juge trop âgé. Il y a la proposition s'est révélée très impopulaire, mais la Cour suprême s'est découvert une conscience sociale, une conscience sociale littéralement dans les mois qui ont suivi, et l'expression anglaise c'est « a switch in time saves 9 ». Donc « a switch in time saves 9 », c'est-à-dire une inflexion, un basculement a sauvé les 9 juges de la Cour suprême. Et donc c'est quelque chose qui se rejoue tout au long du XXe siècle. Alors, la Cour suprême, historiquement, j'ai vraiment 2 diapos historiques très, très rapides. La Cour suprême, historiquement, c'est un organe très mineur du système de gouvernement américain. Donc vous savez qu'il est organisé sur le principe de la séparation des pouvoirs, donc avec une branche législative qui est le premier article de la Constitution des États-Unis et dont les pouvoirs sont extrêmement encadrés par la Constitution, une branche exécutive qui est essentiellement incarnée par le président, et dont les pouvoirs sont définis de manière scandaleusement vague par la Constitution, ce qui explique l'hyper-présidentialisation du régime, mais ce n'est pas le propos d'aujourd'hui, une nouvelle fois. Et la Cour suprême, et donc la branche judiciaire, qui en fait est définie en quelques lignes. La branche judiciaire, elle a droit à un article croupion, donc, qui dit simplement il y aura une Cour suprême. La Cour suprême, pour autant,
dans les discussions qui ont mené à la Constitution, et dont on a des documents, puisque vous le savez peut-être, mais au moment de la conception de la Constitution, il y a eu tout un débat qui s'est joué par voie de presse. Et ce débat par voie de presse qui s'est fait notamment par l'entremise de lettres adressées aux journaux sous pseudonyme par les acteurs de la Constitution, à la fois ceux qui étaient en faveur d'une Constitution construisant un interfédéral fort et ceux qui étaient opposés, s'appellent les Federalist Papers. Et les Federalist Papers, qui sont réédités aujourd'hui, trouvables facilement, montrent bien qu'il y a une conscience de l'importance d'avoir une Cour suprême qui soit une Cour qui régule les deux autres branches. Donc ça, c'est quelque chose qui historiquement est présent dans les débats, mais qui n'est pas présent dans la Constitution. Dans la Constitution, la Cour suprême, ce n'est qu'une cour d'appel. C'est une cour d'appel de dernier recours. Cour d'appel du système fédéral, cour d'appel du système judiciaire des États. Et en réalité, en 1803, la Cour suprême, à l'occasion d'un cas qui implique une transition entre le gouvernement de John Adams et celui de Thomas Jefferson, très rapidement, la question c'est, la Cour suprême se trouve en arbitre entre les deux partis qui se succèdent. Parce que le Congrès a voté une loi qui donne ce pouvoir de confirmation des nominations à la Cour suprême. La Cour, à cette occasion, en 1803, fait deux choses. Elle dit, d'abord, on n'a pas du tout envie d'arbitrer entre les deux partis qui se succèdent au pouvoir, ça paraît être une très très mauvaise idée. Politiquement, il y a une sorte de prudence bien compréhensible. Mais surtout, la Cour dit, la loi qui nous a donné ce pouvoir-ci, ce pouvoir de validation, contredit la Constitution. Et parce qu'elle contredit la Constitution, le système qui régit l'ensemble des lois aux États-Unis, elle ne peut pas exister. Et donc la Cour fait deux choses. Elle se débarrasse d'un petit pouvoir, le pouvoir de confirmer la nomination de certains officiels. Et en contrepartie, elle se dote d'un pouvoir immense, le pouvoir d'être l'arbitre de la Constitution. De dire désormais ce que fera la Cour suprême, qui garde son rôle de cour d'appel, mais c'est très très marginal. Ce que fera la Cour suprême, c'est d'être l'arbitre de la constitutionnalité de l'ensemble des décisions du gouvernement et même des gouvernements, puisqu'elle s'applique aussi aux lois des États. Donc la question, c'est celle de la constitutionnalité, et c'est ça la question majeure, et c'est ça qui explique le rôle de la Cour suprême aujourd'hui. Ce n'est pas une cour d'appel pour les amiraux, les généraux, c'est ça que dit la Constitution, c'est bien une cour qui s'intéresse, qui prend part dans le grand système des checks and balances, c'est-à-dire de l'équilibre entre les branches. Je ne détaille pas du tout ce diagramme-là, mais c'est pour vous dire que ce principe de la séparation des pouvoirs, il est accompagné par un principe de régulation croisée des différentes branches du gouvernement, chacune disposant de certains pouvoirs sur les autres branches. Ainsi, l'exécutif nomme les juges à la Cour suprême, mais également aux cours fédérales. L'exécutif peut créer des cours fédérales, peut bouleverser le système fédéral. L'exécutif peut accorder son pardon, c'est un point que Donald Trump et Joe Biden, avec des paramètres différents, usent et abusent de ce pouvoir, qui fait que si quelqu'un est condamné en système fédéral, le président peut choisir de commuer la peine ou de gracier cette personne. Et donc Joe Biden l'a fait de manière fameuse pour son fils, Hunter Biden, juste avant de quitter le pouvoir. Et de manière tout aussi fameuse, Donald Trump interrogé il y a 2 jours dans une émission dans 60 Minutes en lui disant « Mais vous avez accordé votre grâce présidentielle à tel homme d'affaires véreux impliqué dans des crypto-monnaies ?» a dit « Mais moi, j'en ai jamais entendu parler. » Et donc on a aussi une question de qui exerce le pouvoir réel, autour de cette question de la grâce présidentielle. Toujours est-il que ce que fait la Cour suprême, comment est-ce qu'elle exerce son pouvoir? Eh bien, c'est en exerçant ce judicial review, cette validation juridique de l'ensemble des actes pris par les 2 autres branches du gouvernement. Et ce diagramme-là n'est pas entièrement complet, mais en tout cas, il permet de bien voir cette intrication. Et il permet aussi de voir que finalement, c'est la Cour suprême qui a le dernier mot. Si on se pose la question de pourquoi est-ce que la Cour suprême est importante, tout simplement parce que c'est elle qui parle en dernier. C'est-à-dire qu'aucune décision des 2 autres branches du gouvernement, si elle est désapprouvée par la Cour suprême, il n'y a pas de recours. C'est littéralement le dernier mot sur tout ce qui concerne l'organisation, le fonctionnement même du gouvernement américain. Et donc évidemment, c'est un pouvoir exorbitant. Et c'est un pouvoir exorbitant donc, qui renvoie à ces 9 personnes et à leur opinion.
Donc comment est-ce que ça se passe? Il y a un point qui est extrêmement important, qui à mon sens, et en tout cas quand j'en parle avec les étudiants, est quelque chose qui mérite d'être clarifié. La Cour suprême ne se saisit pas d'une affaire. La Cour suprême n'est pas en capacité de dire nous allons nous intéresser à ceci. La Cour suprême doit être saisie par des plaignants qui sont passés par des cours inférieures. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que la Cour suprême ne peut pas dire aujourd'hui, nous allons vérifier la constitutionnalité des lois antidiscrimination du Colorado. Un vrai cas. Il faut pour cela que des gens qui s'opposent à ces lois antidiscrimination dans le Colorado trouvent quelqu'un qui puisse dire j'ai subi des, excusez-moi, le mot anglais me vient, I was harmed, j'ai été affecté par la loi antidiscrimination qui m'a affecté moi. Donc, ça pose il faut trouver ces cas avant de pouvoir aller à la Cour suprême. On va juste simplement, on ne peut pas le décréter. Donc, ce qui veut dire que dans le système nord-américain, il est très courant pour les partis politiques de partir à la recherche du bon cas, voire de le fabriquer. De le fabriquer, c'est-à-dire de créer la situation dans laquelle quelqu'un se met en infraction délibérée avec la loi ou accepte de ne pas transiger afin que le cas remonte les échelons, soit des cours locales, soit des cours fédérales, pour arriver à la Cour suprême, afin que la Cour suprême émette un avis qui fera jurisprudence et qui rayonnera pour l'ensemble du territoire. Donc ça, c'est vraiment un point extrêmement important, c'est cette idée de, on parle parfois de case shopping, c'est-à-dire on se balade et on se dit, ah, ça c'est pas mal, ça irait bien. Donc la Cour suprême ensuite reçoit une demande écrite, writ of certiorari, pour choisir ou non d'entendre. La Cour suprême choisit les cas qu'elle entend également. C'est-à-dire qu'elle ne veut pas les inventer, mais elle est tout à fait libre de refuser d'entendre un cas spécifique. Et la Cour suprême, d'ailleurs, régulièrement, refuse des cas un peu brûlants, en se disant, laissons ça pour l'instant aux cours inférieures, il n'y a pas de question pressante de constitutionnalité, donc il n'est pas nécessaire que nous résolvions cela. Ensuite, on arrive à cette question, à la résolution. Donc la résolution, elle se fait d'abord par des arguments oraux. Les parties préparent un dossier écrit, rassemblent une documentation également de parties intéressées qui vont dire nous soutenons telle ou telle personne. Tout cela est disponible, tout ça est lisible, tout ça est vraiment, comme je vous le disais, passionnant. Et ensuite, il se passe les arguments oraux à la Cour suprême. Et ça, c'est vraiment absolument passionnant. Pour vous dire, moi, quand j'épluche mes patates, fréquemment, je mets des podcasts de la Cour suprême et j'écoute cela. Et donc, peut-être que ça parle de moi, mais je pense que ça ne parle pas que de moi. Et en fait, pourquoi ça ne parle pas que de moi? Ça ne parle pas que de moi parce que la Cour suprême, en réalité, ces débats sont des vrais débats. Alors, ces débats sont des vrais débats qui sont évidemment marqués par des postures idéologiques, mais qui sont des débats dans lesquels les questions sont véritablement posées à des gens extrêmement compétents. Les avocats qui plaident à la Cour suprême sont vraiment des gens brillantissimes. Puisque quand on écoute les transcriptions orales, on a vraiment l'impression de gens qui non seulement connaissent des dossiers parfaitement, mais sont aussi capables de faire de l'humour, de changer de registre, d'aller solliciter tel ou tel juge, de répondre de telle ou telle manière à tel ou tel juge, bref, d'avoir une véritable interaction, et une interaction qui est souvent extrêmement substantielle. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de postures dans lesquelles chacun jouerait un rôle, un petit théâtre de cas qui seraient déjà préentendus. Au contraire, on entend des nuances. Et pourquoi est-ce que c'est passionnant? Parce qu'en fait, les arguments de la Cour suprême valent toujours mieux que les résumés qu'on peut en lire. Ils valent toujours mieux que les résumés qu'on peut en lire parce que les positions individuelles sont plus nuancées, parce que les arguments sont plus convaincants, parce qu'en fait, on a de part et d'autre des gens qui argumentent avec des positions extrêmement étayées, et pas uniquement étayées en termes de droit, parce que la question à la Cour suprême, c'est la question des principes constitutionnels. Et donc ces principes-là, la liberté d'expression, ce que constitue le rôle des algorithmes. Est-ce que les algorithmes de YouTube sont des manifestations de la liberté d'expression de ces plateformes? Est-ce que le fait d'autoriser le redécoupage électoral sur des bases partisanes, ce qui est autorisé par la Cour suprême actuellement, que fait-on si ce découpage partisan recoupe un découpage ethno-racial? Puisque c'est le cas, puisqu'il y a une très forte corrélation entre l'identité ethno-raciale et le comportement électoral. Comment est-ce qu'on démêle ces échevaux-là? Et donc c'est vraiment passionnant, au sens, et notamment parce que des gens dont on se dit dont on peut ne pas être très proche idéologiquement, avancent parfois des arguments qui sont en réalité parfaitement convaincants et qui précisément obligent
m'oblige, en tout cas, à reconsidérer des positions qui se reposent sur des partis pris, des préconceptions, des choses antérieures. Et donc, moi, si j'ai quelque chose, si de cette présentation vous retenez quelque chose, peut-être c'est cette idée qu'il y a une grande richesse dans ces témoignages oraux, et enfin dans ces échanges oraux, et qui mérite d'être entendu, parce qu'on entend les plaisanteries, on entend également ce moment où l'humain se glisse dans la discussion, et on entend aussi la connivence de collègues de travail, ces juges qui travaillent en permanence ensemble, et qui parfois se lancent des pointes, parfois s'irritent mutuellement, parfois au contraire, jouent le jeu l'un de l'autre, y compris dans des alliances qu'on n'attendait pas, entre des gens marqués très progressistes et d'autres très conservateurs. Une fois que tout cela est terminé, ces arguments sont assez brefs, ils durent 1 heure, 2 heures, c'est ça l'ensemble. La cour délibère en secret. La Cour délibère en secret, réfléchit et produit une opinion écrite, un arrêté, qui est extrêmement détaillé, alors qui est, lui, assez juridique. C'est-à-dire que souvent, quand on regarde ces textes-là, en fait, ils sont truffés de références bibliographiques qu'il faut enlever si on lit ce texte, ou si on veut le faire lire. Mais qui, par contre, en général, dans leur paragraphe introductif, dans leur paragraphe de conclusion, et même dans des passages entiers, sont tout à fait lisibles. Simplement, c'est intimidant, mais lisible. Et donc la Cour essaye en général d'expliquer son raisonnement, publie cela quelques mois après, et parfois, lorsqu'il y a des accords, enfin souvent lorsqu'il y a des accords, on a une opinion majoritaire qui représente la décision de la Cour, et une opinion minoritaire qui peut parfois être la base de révision ultérieure. C'est-à-dire que cette opinion minoritaire, elle fait partie de la parole officielle de la Cour. Et donc la Cour peut revenir à cette opinion minoritaire ultérieurement pour se dire, par exemple, la situation a changé, tel juge qui était minoritaire à l'époque a dit cela lorsque nous avons entendu un cas similaire là pour la première fois. Nous pouvons désormais y revenir, et certains des arguments juridiques ont déjà été implantés, ont déjà été amorcés à ce moment. Voilà, et de temps en temps, mais ça c'est plus rare, on va avoir des gens qui sont d'accord avec une partie du jugement et qui vont émettre une opinion en accord avec la décision, mais exprimant une opinion légèrement différente. C'est souvent moins intéressant. Ça c'est la procédure théorique. Ça se passe globalement comme ça. Un des développements récents qui vraiment mérite d'être souligné, c'est la pratique du shadow docket, qui ne se traduit pas très bien. Mais le shadow docket, on dit shadow en anglais pour ces moments dans lesquels on a des organes du gouvernement qui fonctionnent de manière un peu officieuse, comme le shadow government en Grande-Bretagne, vous voyez, qui est l'écho dans le parti qui n'est pas au pouvoir du gouvernement, mais qui réplique un petit peu cela. Le shadow docket, c'est ce que fait la Cour suprême quand elle donne des décisions, quand elle n'est pas en session. Et en fait, la Cour suprême actuelle semble utiliser massivement et pour des décisions importantes ce shadow docket. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si, pour prendre un exemple très précis, la Louisiane, je suis un petit doute sur l'État, la Louisiane avait choisi pendant que Roe v. Wade, la décision qui protégeait l'avortement au niveau fédéral, la Louisiane avait choisi de promulguer une loi qui interdisait l'avortement avant la fin du premier trimestre, c'est-à-dire qui réduisait la fenêtre dans laquelle l'avortement était légal, contredisant la décision de Roe v. Wade, contredisant la jurisprudence qui existait à l'époque. La Cour suprême n'a pas entendu directement le cas, un cas complexe qui nécessitait, mais elle a dit en urgence, c'est ça le shadow docket, c'est une décision d'urgence, nous ne décidons pas sur le fond, mais vous pouvez appliquer cette loi. Et donc, ce faisant, la Cour envoyait un signal très clair de sa volonté de réviser la jurisprudence sur l'avortement, et sans pour autant avoir à faire tout le processus qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire des documents écrits, des arguments oraux, des prises de position officielles. La Cour s'est contentée de dire « Non, ben, pour l'instant, on fait ça. Nous ne suspendons pas l'application de cette loi. » Et en fait, sur toutes les décisions qu'a prises Donald Trump cette année, Donald Trump n'a pas gagné sur le fond. On le verra, je crois qu'il a gagné 23 cas sur 25 à la Cour suprême cette année, ce qui est inédit pour le gouvernement américain et qui pose vraiment de multiples questions. Mais aucun de ces cas, ces cas n'ont pas été jugés sur le fond. Ces cas n'ont pas été jugés sur le fond. La plupart du temps, c'est une décision de la Cour suprême de laisser le gouvernement agir tant que le cas n'a pas été jugé sur le fond. Et donc c'est pour ça que là on est sur un fonctionnement dérogatoire
Et normalement, ces décisions-là sont des décisions un petit peu formelles, administratives. C'est simplement pour dire on n'intervient pas, mais là sur des cas majeurs, comme la question de la citoyenneté aux États-Unis, comme la question des barrières douanières, comme la question des pratiques de la police des frontières. Donc là, la Cour suprême s'empare de cet outil-là pour finalement abdiquer son rôle non seulement d'arbitre de la Constitution, mais encore de glosateur de la Constitution. Normalement, la Cour suprême explique son raisonnement. Dans le shadow docket, quand on a ces décisions par intérim, en fait, la Cour suprême se contente de dire on fait ça, avec en général un bref paragraphe, pas signé, enfin des choses qui dérogent complètement à la. Je vous disais tout à l'heure que la Cour suprême, on ne la voit pas beaucoup. En fait, on a une photo de la Cour suprême, 1937, dans Times Magazine, avec une dame qui était venue avec un sac troué, avec un appareil photo espion dedans. Parce que la Cour suprême, en fait, dans l'histoire complète, c'est qu'à la fin du 19e, au moment où les appareils photo viennent d'être popularisés, et où on les appelle d'ailleurs des Kodak, c'est au moment on ne dit pas un appareil photo, on dit un Kodak, quelqu'un a pris un cliché d'un juge de la Cour suprême en train de dormir pendant une audience. Et donc la Cour suprême a immédiatement, au moment où la technologie a été inventée, a immédiatement interdit les appareils photo dans l'enceinte, et les caméras sont également interdites. Ce qui fait qu'une des raisons pour lesquelles on n'a pas d'incarnation de la Cour suprême au travail, c'est que la Cour suprême, en fait, on ne la voit jamais. Alors il y a une vidéo volée de la Cour Roberts, mais par des militants qui sont rentrés avec une caméra, mais étonnamment, alors même que c'est ouvert au public, hein, les débats de la Cour suprême, on peut s'inscrire, on peut venir, c'est tout à fait, là encore il y a une forme de transparence, mais c'est une transparence qui est absolument à l'écart des regards des caméras. Et donc qui freine cette incarnation qui permet la Cour suprême de ne pas jamais à la télévision en tant que Cour suprême. Ces décisions passent au moment où éventuellement les juges se présentent sur le perron de la Cour et lisent des décisions, enfin ce qui se produit dans des décisions importantes. Mais voilà. Et donc ça ressemble à ça. Oui, cette Cour, donc, elle est très conservatrice. Elle est historiquement conservatrice. Et donc il est tentant de se dire, finalement, c'est une Cour illégitime, au sens où elle ne représente pas l'opinion du pays. Elle ne représente pas le pays. Les juges ne sont pas élus. Ils sont désignés par le président un président qui lui-même est élu dans un scrutin indirect qui ne reflète pas la majorité populaire. Et donc, de toute évidence, et de surcroît, les juges sont élus de manière très inéquitable. J'ai une diapo qui le montre, mais pour dire quel président a pu nommer combien de juges. Et pour autant, quand on regarde un petit peu la composition de la Cour suprême actuelle, cette Cour suprême si décriée, qui apparaît en décalage avec le pays, on se rend compte qu'à bien des égards, c'est la Cour suprême la plus représentative que les États-Unis. Par exemple, c'est une Cour qui comporte 5 hommes et 4 femmes, sachant que dans l'histoire de la Cour suprême, il y a eu 6 femmes. Donc 4 des 6 femmes qui ont siégé à la Cour suprême siègent aujourd'hui. Si on regarde la proportion de juges non blancs, si on voulait être à l'équilibre, une représentativité parfaite, il faudrait qu'ils soient 4 ou 5. Ils sont 3. On n'est pas très très loin sur un petit échantillon d'une représentativité. En revanche, sur le plan de l'éducation et de la religion, on a une Cour qui, là, est en décalage complet avec le pays. Et c'est vraiment extrêmement important parce que la question des droits religieux qui sont... normalement, le premier amendement de la Constitution des États-Unis impose une séparation entre l'Église et l'État, qui n'est pas une expression française. La separation between church and state, c'est une expression utilisée par les constitutionnalistes américains pour décrire ce que dit le premier amendement. Donc le système américain fait s'interpénétrer religion et exercice du gouvernement, mais dans les textes, il y a une séparation de l'Église et de l'État qui est tout à fait explicite. Sauf qu'à la Cour suprême, comme vous le voyez ici, je l'ai mis, on a 6 catholiques. 6 catholiques qui représentent environ 20% de la population. Et donc on a une surreprésentation des catholiques et des chrétiens à la Cour, qui fait que la Cour actuelle, un des biais observables, manifestes, c'est de relire l'ensemble du système constitutionnel à l'aune des libertés religieuses. Et de soumettre une partie des libertés constitutionnelles acquises à l'impératif de liberté religieuse, y compris dans la question de l'attribution de fonds publics à des écoles privées, qui est vraiment un cas. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur le système, et je me rends compte évidemment que je suis à ma diapo 14 sur 60, et donc je vais essayer de vous dire quand même ce que je voulais vous.
Je passe rapidement sur d'autres choses, mais ça me paraît vraiment important quand même. Tout me paraît important, mais ça spécifiquement. En fait, la question, elle est, est-ce que nous sommes dans un moment spécifique? Est-ce que la question de la Cour suprême aujourd'hui, elle se pose, on doit la poser à nouveau frais, ou est-ce qu'on est sur quelque chose qui illustre des tendances historiques plus vastes? La première observation, c'est celle-ci. C'est-à-dire que l'inéquité manifeste dans le pouvoir des présidents de désigner des juges à la Cour suprême, elle se manifeste dans cette liste-là. Joe Biden, Barack Obama, à eux deux, ont servi trois mandats non consécutifs, mais 3 mandats. Donald Trump, dans son premier mandat, a pu nommer autant de juges qu'eux. C'est-à-dire qu'on a depuis le début des années 2000, une surreprésentation des juges nommés notamment par Donald Trump, qui en fait explique pourquoi cette cour elle paraît spécifiquement illégitime aujourd'hui. C'est parce qu'on a cet effet d'amplification d'un candidat d'une victoire qui par ailleurs n'était pas une victoire au vote populaire. Donc pour le redire, on est sur des effets de clapet comme cela qui se produisent et qui fait que Donald Trump gagnant en 2016 mais ne gagnant pas le vote populaire, gagnant une courte majorité face à Hillary Clinton, se retrouve à nommer des juges relativement jeunes qui vont servir à la Cour suprême pendant 20 ou 30 ans ou aussi longtemps qu'ils le souhaitent. À la fois parce que c'était prévu, et à la fois par un accident historique qui est la mort de Ruth Bader Ginsburg, juste avant la fin, qui était juge historiquement progressiste, féministe, qui est morte juste avant la fin du mandat de Trump. Et il y a beaucoup d'autres choses. Un autre point important, je mets juste cette diapo très vite. Au moins un des sièges d'un des juges qui a été nommé par Donald Trump est un siège volé au Parti démocrate. C'est un point extrêmement important et qui explique le sentiment d'illégitimité profond de la Cour. Le juge Antonin Scalia, très conservateur, meurt avant la fin du mandat de Barack Obama, du deuxième mandat. Et le Sénat républicain, qui devait confirmer le choix du président, a refusé d'entendre cette candidature pendant toute la durée la fin de la durée du mandat de Barack Obama, arguant qu'on était en année électorale. Et ce siège a ensuite été pourvu par Donald Trump une fois qu'il était élu, au début de l'année suivante. Et donc on est réellement sur l'idée d'un siège volé, que je mets ici des guillemets, au sens où c'est un siège qui, en tout cas, a été acquis en dérogeant complètement à la convention républicaine et pas à un texte quelconque, parce qu'en fait, on s'est rendu compte à cette occasion, et c'est quand même un des grands enseignements du travail sur la Cour suprême et sur le gouvernement américain, que le gouvernement américain tient par des bouts de ficelle. Le gouvernement américain a des textes qui sont radicalement imprécis, peu contraignants, qui en fait ne permettent pas au gouvernement de fonctionner en dehors d'un système de convention et de règlements votés par les organes délibératifs eux-mêmes. Et donc, typiquement, le Sénat, ici, a fait, mais rien ne nous oblige à entendre ce candidat, puisque c'est une année électorale, enfin vraiment un prétexte qui, 4 ans plus tard, lorsque Ruth Bader Ginsburg est morte à 2 mois de la fin du mandat de Donald Trump, n'a pas empêché les mêmes personnes de dire non mais cette fois c'est pas pareil, vous voyez bien, là on peut faire vite, là tant pis pour la volonté populaire. Et donc un rapport convention règlement qui s'exprime et qui fait que le Parti républicain, en l'occurrence, a tordu ce règlement de manière délibérée. Ceci se traduit d'une manière très simple, qui est est-ce que les juges, un sentiment d'avoir des juges de plus en plus partisans, de plus en plus nettement affiliés à un parti. Historiquement, Antonin Scalia, extrêmement conservateur, avait été confirmé à l'unanimité par le Sénat des États-Unis, choisi par un président républicain, mais confirmé par littéralement la totalité des Clarence Thomas n'avait pas été confirmé par une majorité. Ça a un rapport avec le fait que Clarence Thomas est un harceleur sexuel et par ailleurs a prouvé que c'était un monstre corrompu qui est vraiment indéfendable, mais j'y reviens dans 2 secondes. Donc déjà, il est au moment de sa nomination, vous voyez, c'est le juge qui siège à la Cour suprême depuis 1991, et il a été confirmé d'une courte tête en utilisant l'argument racial, puisque c'était le deuxième juge noir à la Cour suprême qui remplaçait le premier juge noir à la Cour suprême, qui avait un profil un peu plus intéressant. Mais ce que vous voyez ici, cette courbe-là, c'est la décroissance de l'unanimité. C'est-à-dire que plus la barre est pleine, plus on est proche de l'unanimité de la confirmation par le Sénat. Et en fait, depuis Barack Obama, en gros, un petit peu avant, parce que Alito est très clivant, mais on voit qu'on est au fil du rasoir, c'est-à-dire des gens qui ne sont plus confirmés que par un seul parti,
avec une ou deux exceptions, des centristes ou des gens qui veulent donner des gages de compatibilité de travail avec l'autre partie. Et donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que des juges qui étaient vus comme légitimes parce que nommés ou confirmés par l'intégralité du corps politique, indépendamment de savoir qui avait choisi, mais de dire, nous estimons que la compétence de cette personne doit être reconnue, elle est reconnue par des républicains et démocrates. On est passé à un système dans lequel seul le parti qui a choisi le juge le confirme. Et donc on est passé dans un système dans lequel on avait des juges qui pouvaient légitimement se dire apolitiques à un système dans lequel les juges sont l'expression de la volonté d'un parti politique. Et donc, est-ce que nous sommes dans un moment spécifique? Oui, nous sommes dans un moment spécifique, parce qu'en dépit des dénégations des membres de la Cour suprême eux-mêmes qui disent il n'y a pas de juge républicain ou démocrate, il n'y a pas de juge d'Obama, il n'y a pas de juge de Trump, en réalité, c'est bien ce que dit ce graphe. Il y a des juges Obama, il y a des juges Trump, il y a une juge Biden, et chacun incarne bon gré mal gré ce processus-là. Oui, je passe rapidement. En fait, je vais même m'arrêter après deux diapos, mais qui expriment, à mon avis, la question qui permettent d'aller à cette question du accélérateur au frein. La première, et donc c'est une question de principe. La Cour suprême est aujourd'hui dominée par ces conservateurs. Ces conservateurs prêchent une forme d'originalisme ou de textualisme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Constitution, qui a pour rappel un document qui a été élaboré en 1787, qui a été amendé en 1789 par les 10 premiers amendements, le Bill of Rights, qui a été profondément transformé par les amendements qui ont été adoptés après la guerre de sécession entre 1865 et 1870, qui ont notamment élargi les protections constitutionnelles aux États. C'est-à-dire qu'avant 1868, la Constitution s'applique très peu, les droits garantis par la Constitution ne sont pas garantis au niveau des lois des États. Après 1868, ils le sont. Enfin, c'est la version courte, mais c'est donc une transformation qui fait que ces amendements de 1868-1870 sont souvent décrits comme une refondation de la Constitution, du régime constitutionnel aux États-Unis. Anyway, l'argument, c'est de dire, l'argument de la majorité conservatrice est de dire il faut lire la Constitution telle qu'elle a été écrite et en s'appuyant sur l'histoire et les traditions du pays. Ce qui veut dire, cette lecture-là, c'est nécessairement une lecture conservatrice. Puisque vous en doutez bien, il n'y a pas grand-chose sur la régulation de YouTube ou d'ailleurs sur l'avortement dans la Constitution des États-Unis. Et donc tout le processus qui avait consisté au fil du XXe siècle, dans la deuxième moitié du XXe siècle, à assouplir ou en tout cas à adapter la Constitution, en disant il faut l'adapter au monde contemporain, pas dans son texte, qui est immuable, sauf par un processus d'amendement qui est très compliqué, mais en tout cas il faut la lire à l'aune de la situation contemporaine. Ce processus, il y a un retranchement qui consiste à dire il faut lire l'ensemble comme si tout avait été écrit, comme si les règles du XVIIIe siècle étaient celles qui devaient s'exercer aujourd'hui. Évidemment, le résultat, vous l'imaginez. Parce que ce que dit la Constitution commence, et je vais m'arrêter là-dessus, par « we the people ». Donc, we the people of the United States in order to form a more perfect union. So, we the people, évidemment, au moment où ces mots sont écrits, eh bien, ce ne sont pas des Noirs, ce ne sont pas des esclaves, ce ne sont pas des femmes. C'est-à-dire que ce ne sont pas we the people, ce nous, il inclut une infime portion de la population états-unienne de l'époque. Et donc, si une lecture qui renvoie au XVIIIe oblige à rabattre tous ces droits civiques qui ont été acquis au fil du temps. Et à cela s'ajoute, et c'est promis mon dernier mot, à cela s'ajoute un soupçon fondé que ces principes d'originalisme, textualisme, ne sont pas appliqués de manière systématique y compris par les membres conservateurs ceux qui prétendent les ériger en principe. Et donc, quand on a des principes qui permettent d'obtenir le résultat qu'on souhaite obtenir, eh bien, ce ne sont pas des principes, ce sont bien des cache-sexes idéologiques qui permettent en permanence d'obtenir le résultat souhaité au motif d'une doctrine qui ne s'applique que lorsqu'elle est utile. Et voilà la raison pour laquelle la Cour suprême aujourd'hui se retrouve dans cet état d'illégitimité manifeste, un état d'illégitimité que l'on peut expliquer aussi par le rapport compliqué avec Donald Trump, avec l'exercice du pouvoir de Donald Trump, mais je vais m'arrêter là. Merci de votre attention.
Bien, merci beaucoup pour cette intervention. C'est le temps des échanges. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Oui. Bonjour. En fait, j'ai deux questions à vous poser. D'abord, la première, bon, c'est d'ordre technique, hein, c'est pas. Pour le vote parmi ces 9 juges, comment se prennent les décisions? C'est à l'unanimité ou bien est-ce qu'il faut qu'il y ait une majorité? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, vous avez parlé de destitution d'un juge. Sur quels critères peut-on destituer un juge et qui le fait? Alors c'est le même critère que pour tous les hauts fonctionnaires, c'est-à-dire high crime and misdemeanors, c'est-à-dire des crimes sérieux ou un mauvais comportement. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer qu'un juge qui serait crédiblement accusé de corruption devrait théoriquement être destituable. Je dis théoriquement, puisque comme je le disais, Clarence Thomas est crédiblement accusé de corruption. Il y a eu tout un ensemble de rapports sur les cadeaux qu'il a reçus de milliardaires qui ont ensuite plaidé devant la Cour. Et Clarence Thomas, donc ce juge nommé en 91, est néanmoins toujours juge à la Cour suprême. Donc la question théorique, la réponse théorique, c'est des crimes. Ça peut mener à une destitution, sans préciser précisément la gamme de ces crimes. La réponse pratique, c'est ça n'arrive jamais. Ça n'arrive absolument jamais. Et pour répondre à votre question, comment est-ce que la décision se fait? La décision semble se faire, alors une fois on n'a pas de documentation, ça n'est pas observé, mais les gens les aides qui témoignaient ultérieurement disent qu'en fait ça se fait beaucoup en chambre, c'est-à-dire que les juges se rassemblent, discutent, sont dans le même bâtiment, en fait travaillent au long cours, discutent, échangent, proposent des premières versions, des brouillons, et essayent de voir si un consensus peut être construit. Et l'exemple quand même vraiment important, c'est l'exemple de Brown v. Board of Education, en 1954, le grand cas qui met fin à la ségrégation scolaire, dans lequel le Chief Justice, Earl Warren, avait travaillé tous les autres juges pour écrire un texte qui puisse être signé par tous, estimant que s'il n'y avait pas une unanimité sur cette question, la Cour ne serait pas entendue. Et donc, voilà, la réponse, c'est on ne vote pas au sens où il y aurait un vote formel, chacun lèverait la main. On négocie, et quand les camps sont créés, quand les opinions sont irréconciliables, alors là, on compte. Et d'ailleurs, les opinions, les arrêts publiés rendent compte de ce rapport de force, 7-2, 6-3, 5-4, etc. Merci. Une autre question? Merci, je vais essayer de ne pas être très longue. La question, moi, c'est une question qui m'est venue en voyant la dernière citation de Scalia sur l'immuabilité de la Constitution et le fait que elle est comme ça depuis sa création, elle ne peut pas changer. Et ça m'a fait réfléchir sur le fait que les États-Unis, c'est quand même un pays où le président prête serment sur un autre texte fondateur immuable depuis des milliers d'années, qui est la Bible. Et la question que je me pose, c'est quelle est la place de la laïcité au sein de la Cour suprême américaine, avec la présence de 6 catholiques, de 2 protestants, d'une juive, la religion a autant de présence et de pouvoir. Est-ce que ces questions que la Cour suprême doit traiter, ils envisagent à certains moments la laïcité pour prendre la population américaine dans sa globalité? En fait, tout le travail que fait la Cour suprême, c'est un travail d'interprétation et de lecture de texte, et d'un texte qui est très laconique. La Constitution des États-Unis, c'est un texte et ses amendements sont très laconiques. Par exemple, donc la séparation de l'Église et de l'État, c'est cette idée qu'il n'y aura pas de religion officielle. C'est ça, je glose, je glose n'est pas exactement ce que dit le premier amendement. Et en fait, il n'y a pas de religion officielle, mais s'il y a un principe d'égalité entre les citoyens, d'égalité à l'accès, alors à quel titre, et un principe de liberté religieuse et de liberté d'expression, alors à quel titre une école pourrait-elle être privée de financement public si par ailleurs elle offre un accès égal à toutes les personnes qui souhaitent s'inscrire, dès lors qu'elle ne discrimine pas à l'inscription. Et donc, en fait, ce travail d'interprétation et de réconciliation, il permet de mettre en avant la liberté religieuse au détriment d'autres libertés, simplement en ayant ce travail interprétatif, parce que ça n'est pas explicite dans les textes. Donc, la Cour suprême actuelle ne nie pas qu'il y ait une séparation de l'Église et de l'État exprimée dans le premier amendement de la Constitution. Elle ne le nie pas, mais ce qu'elle fait, c'est qu'elle le contourne, et surtout qu'elle utilise le principe de la liberté religieuse comme une sorte de bélier qui permet d'enfoncer des portes et qui permet de nier des libertés, y compris des libertés qui ont été affirmées dans d'autres cas précédents. Parce que, en gros, la Cour suprême
affirme cette séparation de l'Église et de l'État à partir des années 60, et notamment dans un cas qui est très controversé à l'époque, Engel v. Vitale, qui est un cas dans lequel la Cour suprême doit arbitrer sur la prière à l'école, et dit même une prière même prière œcuménique n'est pas acceptable à l'école. On ne peut pas faire cela, on ne peut pas obliger. Or, la Cour suprême actuelle en rabat vraiment graduellement, notamment dans un cas dans lequel un coach de football américain organisait des prières sur le terrain avec les élèves et n'obligeait pas tout le monde, mais de fait c'était le coach, donc c'était un petit peu compliqué d'imaginer que sa fonction puisse être séparée de sa foi. Et donc c'est sur ces cas limites, par incrément, que la Cour suprême érode d'autres libertés au profit de la liberté religieuse. Oui, je me souviens que dans les années 30, quand Roosevelt a été élu, il y a eu un énorme bras de fer entre la Cour suprême et Roosevelt à propos du New Deal. Et que Roosevelt, si ma mémoire est bonne, a fait basculer la majorité de la Cour suprême en faveur des démocrates. Bon, ce qui tend à montrer que bon, les juges étaient déjà politiques. Et je voudrais savoir si vous pensez que la situation des années 30 au profit des démocrates et la situation actuelle au profit des républicains et de Trump, ce sont des choses, on peut conduire une analogie, enfin inversée ou pas. Alors en fait, la situation, la Cour suprême des années 30, elle est horriblement conservatrice. C'est vraiment une opinion qui est une Cour suprême qui est en décalage complet avec le New Deal et qui, même en décalage avec le progressisme du début du XXe siècle. Et ce que fait Roosevelt, en réalité, c'est donc de convaincre les juges de changer pour sauver leur peau, en utilisant la menace d'étendre la Cour. Et par ailleurs, quelques années plus tard, tous ces juges qui sont très âgés vont prendre leur retraite, ce qui fait qu'au moment où Brown v. Board of Education est décidé, tous les juges ont été nommés soit par Roosevelt, soit par Wilson. Par Truman, pardon. Donc on est dans une situation où en fait, là, il y a quelque chose d'un peu plus organique. C'est-à-dire qu'on a à la fois effectivement un bras de fer entre le gouvernement et la Cour suprême, mais qui ensuite va se résoudre naturellement. Or, là actuellement, on est plutôt face à une Cour suprême qui refuse de s'opposer à l'administration Trump, et une partie des analystes suggèrent que la crainte, c'est la crainte de faire voler en éclats le système si Donald Trump refusait d'appliquer une décision de la Cour suprême. C'est-à-dire que la Cour suprême ne s'oppose pas, s'oppose pas frontalement, pour ne pas se retrouver dans une position dans laquelle on a un éclatement du gouvernement. Parce que de manière, Andrew Jackson au 19e a dit de manière fameuse à propos d'une autre décision, eh bien, le juge a pris sa décision, il n'a plus qu'à l'appliquer. Et si le pouvoir exécutif refuse d'appliquer les décisions de la Cour suprême, alors tout ce qui reste d'ordre constitutionnel aux États-Unis actuellement vole en éclats. Et donc, une des interprétations, c'est de se dire, la Cour suprême ne prend pas des décisions officielles et passe par le shadow docket, ce que je disais, ces décisions intérimaires, pour ne pas s'engager, pour ne pas dire on prend une vraie décision, mais on se contente d'éteindre un peu, de couvrir un peu l'incendie. Et on ne va pas à une position systématique, mais hier avait eu lieu, j'ai pas lu les comptes rendus, les auditions sur la question du droit du pouvoir du président d'imposer des droits de douane. Les auditions étaient hier, et ça c'est un des grands tests. C'est-à-dire de savoir si par exemple, sur la question de la citoyenneté. La question de la citoyenneté, elle est arrivée à la Cour suprême. Et en fait, elle a été jugée sur un aspect technique, qui est, est-ce que les plaignants ont le droit est-ce que les cours d'appel des fédérales peuvent prendre des décisions qui s'appliquent à l'ensemble du pays. Et la Cour suprême a dit, ah non, il faut que chaque plaignant individuellement, qui conteste sa déchéance de nationalité, dépose une plainte, ou bien qu'il se fédère en class action, pour pouvoir contester la décision du gouvernement fédéral. Donc la Cour suprême n'a pas dit Donald Trump a tort sur les questions de la citoyenneté. Elle a dit il faut qu'on revoie un peu le système, et en fait repousser la décision. Donc pour moi, le pari des similitudes, il y en a. Une identité, pas vraiment. Merci. Et juste ce que je vous mets à l'écran, c'est pour vous dire que ça c'est National Review en 1957,
qui s'attaque à la décision de Earl Warren, donc sur la déségrégation, vous voyez, avec des choses assez brutales hein, sur ce wanted for impeachment pour Earl Warren, et qui emploie les mêmes termes que les démocrates emploient à propos de la Cour actuelle, c'est-à-dire une Cour illégitime, non élue, en décalage avec l'opinion du pays. Donc c'est pour vous dire qu'il y a quand même des mouvements de balancier dans cette idée d'avoir une Cour qui est en décalage idéologique avec le reste du pays. Ça s'est déjà produit et les termes sont les mêmes. Cette idée d'avoir des acteurs non élus qui font la politique du pays. Mais vous avez une question. Oui, merci. Moi, je voulais vous demander, dans le cadre de l'agrégation interne d'histoire-géographie, on a une question sur les révolutions à la fin du XVIIIe siècle. Et je vous ai entendu dire que pour vous, We the People, au début de la Constitution, vous l'interprétiez dans un sens assez restrictif de c'est les hommes blancs. Et je voulais savoir qu'est-ce qui justifiait selon vous cette interprétation, ou si on pouvait éventuellement lui donner peut-être un sens plus large. Par exemple, en France, il y a des citoyens passifs et actifs. Alors moi, je ne suis pas comparatiste et en fait, c'est un point que j'aurais pu dire en préambule. Je suis vraiment incapable de me livrer à un discours similaire sur le système français et sur l'histoire aussi. Donc je préfère vraiment être très prudent et pas sortir d'une zone dans laquelle je peux dire des choses avec un peu d'assurance. En revanche, sur la question est-ce que We the People regroupe qui est intégré. Il n'y a pas de définition du citoyen américain dans la Constitution. Ça n'est pas défini non plus dans la Déclaration d'indépendance. Et donc, c'est un cas qui va en fait être arbitré au milieu du 19e, quand la Cour suprême va relire les textes et dire « Nous pensons », c'est dans l'affaire Dred Scott, 1857, « Nous pensons que la Constitution des États-Unis ne concerne pas les Noirs. » Et elle dit ça explicitement. Et pourquoi est-ce qu'elle dit que ça ne concerne pas les Noirs? En fait, la situation elle est contrastée selon les États. Il y a des citoyens noirs, des Noirs libres qui peuvent voter dans certains États. Les femmes peuvent voter à certains endroits. Donc, on a une situation très contrastée. Mais enfin, la Constitution, elle est écrite par des hommes blancs qui possèdent des propriétés, qui ont le droit de vote à ce titre. Et donc, en fait, les règles qui s'imposent, les règles dominantes aux États-Unis à la fin du 18e, concrètement, qui peut voter? C'est-à-dire à qui s'applique le système, qui le façonne? Des gens qui savent lire, sont blancs, sont des hommes et disposent de propriété. Enfin, payent des impôts. Et donc, c'est finalement extrêmement restrictif, mais ce n'est pas dans le texte. Donc, on peut tout à fait arguer que, et c'est pour ça la force de la Constitution américaine, c'est qu'elle est floue. C'est qu'elle a pu résister au temps précédemment parce que We the People veut dire des choses différentes à certains moments de l'histoire. En revanche, il est certain qu'au moment où les gens qui écrivent la Constitution, qui pour les 2 tiers d'entre eux possèdent des esclaves, écrivent ce texte, l'application pratique, et on peut dire le history and tradition, c'est-à-dire ce qui se passe concrètement sur le terrain, c'est d'avoir, une nouvelle fois, des hommes blancs, lettrés, payant des impôts, et c'est à eux que s'applique, c'est eux qui vont faire ce système. Et d'ailleurs, c'est quand même la description de tous les présidents américains, jusqu'à Barack Obama en 2008. Alors si c'était la dernière question, je vais donc rendre le micro. Une dernière, mais vraiment très rapide, parce qu'il y a une autre Et intervention. moi je promets de répondre rapidement. C'est juste pour être sûr sur l'organisation de la Cour suprême avec les différents États. De ce que je comprends, chacun des États a une constitution propre, en plus, et une cour suprême également, dans chacun des États membres. Donc, comment la Cour suprême interagit avec ces cours, ou est-ce qu'elle n'interagit pas du tout? Alors, en fait, les systèmes dans les États varient considérablement. C'est toujours vrai pour les États-Unis. Tout ce qui se passe dans les États varie. Donc, par exemple, au Texas, il y a 2 cours suprêmes selon le type d'affaires. Mais pour répondre à votre question, la Cour suprême des États-Unis, que j'ai appelée la Cour suprême pendant toute cette présentation par raccourci, mais c'est bien la Cour suprême des États-Unis, c'est la Cour suprême suprême. C'est-à-dire qu'elle a également un pouvoir d'appel sur les décisions des cours suprêmes d'État. D'accord, merci. Merci de nouveau.